dirais que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Parce que au début, je pensais pas m'attacher de même à une petite bête comme ça, mais c'est comme un peu tomber en amour. Le fait d'aimer autant un animal, ça m'a fait réaliser à quel point que en tout cas, au moins les mammifères sont des êtres sensibles. Parce qu'elle est tellement expressive, elle est tellement affectée par nos émotions, puis la manière qu'on réagit envers elle, ou quand on la chicane, tu vois qu'elle a vraiment honte. Puis je te dirais que ça a modifié ma perception du droit animal. Le 4 décembre 2015, l'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une loi qui vise à améliorer le statut juridique de l'animal. Le projet de loi 54 modifie le Code civil du Québec. L'animal est désormais considéré aux yeux de la loi comme un être doué de sensibilité, ayant des impératifs biologiques, et non plus comme un bien. Cela peut sembler évident, mais avant ce changement, les animaux au Québec n'avaient pas plus de droits qu'un meuble. La loi est une très bonne chose. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment elle va être appliquée, comment elle va être mise en place et comment les sanctions qui sont nécessaires vont être aussi appliquées. Je sais que dans beaucoup d'organismes qui font des enquêtes sur la maltraitance, et ils ont très peu d'inspecteurs pour aller partout au Québec. Donc ils ont peu d'inspecteurs, peu de moyens, peu de sanctions. De nouvelles lois, nouveaux règlements, je crois que c'est toujours le bienvenu parce que ça devient une occasion supplémentaire d'informer, d'éduquer, de sensibiliser. Ceci dit, ce qui est écrit sur papier, ça peut être très bien, très beau. Si ce n'est pas mis en application, malheureusement, souvent, ça peut avoir un effet pervers. Cette nouvelle loi énonce clairement qu'il est de la responsabilité du propriétaire de subvenir aux besoins de l'animal. Les contrevenants s'exposent à des amendes qui varient entre 250 $ et 125 000 $ et, dans le cas d'une première récidive, risquent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois. Cette reconnaissance de leur nature sensible marque un nouveau pas vers un traitement plus respectueux des chiens et de l'ensemble des animaux. Mais quel chemin reste-t-il encore à faire? Quelle utilisation faisons-nous du meilleur ami de l'homme? Et comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que la relation entre chien et humain a d'unique? Et surtout, où devons-nous agir pour réduire efficacement la cruauté animale? Analyse d'une relation où paroles et actions sont parfois contradictoires. Si on est angoissé ou heureux ou triste, le chien le détecte très, très rapidement. En fait, il y a eu une coévolution, ou en tout cas une évolution du chien pour être capable, parce que c'est important pour sa survie, d'être capable d'anticiper et de comprendre les gestes que les humains allaient poser dans les instants qui suivent. On reste ici, Mini. Et l'exemple classique de ça, qu'on a aujourd'hui, les humains, c'est qu'on a l'impression que le chien sait qu'il a fait quelque chose de mal. Tout ce qui lui importe, dans le fond, c'est que toi, tu sois content, puis il veut pas te fâcher. Fait que là, elle fait tout pour que tu te fâches pas après elle. Puis ça devient presque drôle à un certain moment. Quand elle sait que t'es fâché après elle, elle va faire des comportements pour gagner ton amour. Elle va te regarder avec des yeux super tristes, puis là, elle va faire pitié. Puis là, elle va te regarder de loin pour que tu viennes la flatter. Et on sait, par exemple, pour avoir comparé des loups qui ont été élevés par des humains avec des chiots qui ont aussi été élevés par les humains, que les chiens portent beaucoup d'attention aux émotions des humains, aux intentions des humains, alors que le loup, non. Why do we love an animal that was once a fearsome predator? How did dogs go from this to this? Il y a beaucoup d'études archéologiques, par exemple, sur des restants d'anciens chiens, etc., qui montrent que les relations entre les chiens et les humains, ça remonte à très loin en préhistoire. On a l'impression que ces premières relations, c'est un mutualisme, hein? C'est-à-dire que le chien en profitait, l'humain en profitait aussi. Le Québec, c'est de beaucoup urbanisé, et donc la relation entre les humains et les chiens se passe en grande partie dans les villes. Et donc, c'est vraiment des animaux de compagnie, ce sont devenus des membres de famille, beaucoup moins des animaux qui ont une fonction utilitaire comme ça pouvait avoir avant, plus dans le milieu rural. La première utilité du chien probablement était à la chasse. Le chien était capable de débusquer, de déterrer, d'attraper du gibier pour l'humain et qui était ensuite partagé avec lui.
C'était sûr qu'avoir un compagnon de vie à la maison, ça allait rehausser mes journées, puis probablement augmenter ma qualité de vie d'une certaine manière. Sans tomber dans la dépression, j'étais quand même un peu morose d'être tout le temps tout seul ici. Puis je commençais à trouver le temps long, la journée longue, parce que je suis en train d'écrire ma thèse de maîtrise, puis je passe énormément de temps à la maison. Mais ça a développé plein de qualités en dedans de moi, je pense. Notamment, le fait d'être responsable de quelque chose, ça change vraiment ta dynamique de vie. Je peux plus sortir trop longtemps parce qu'elle peut pas se retenir de faire pipi trop longtemps. Fait que, il faut toujours que je rajoute la variable pogno dans ma vie. C'est vraiment comme un enfant, je te dirais. Je me sens responsable d'elle, puis je dis, elle a rien d'autre dans la vie que moi, ce chien-là. Elle n'a plus de famille, elle n'a pas de loisirs, elle n'a pas de job. Tout ce qu'elle a, c'est moi qui est le centre de sa vie. Dans bien des foyers québécois, l'animal domestique est complètement dépendant de ses propriétaires. Mais, dans la rue, la dépendance est partagée. Pour garder l'équilibre, l'humain a autant besoin d'un compagnon que le chien d'un maître. Justement, à Belzébuth, moi, il m'a aidé à arrêter de me geler. Parce que quand je me gelais, il m'écoutait plus. Il était comme, regarde, tu colles ça de moi. Fait que, direct là, les chiens, ça comprend bien plus qu'on pense. Ben, crime, t'es un partner, là. T'as tout le temps quelqu'un avec toi, là. Parce que, qu'est-ce qui est dur à être dans la rue, c'est que tu te sens tellement seul. Bien souvent, t'as rejeté ta famille, t'as rejeté tout le monde. Parce que, justement, t'es rendu dans la rue, ton estime est à terre. Tu files pas pour appeler ton monde, tu files pas. Moi, j'étais 15 ans sans appeler ma famille adoptive. Puis, j'appelais pas personne parce que, justement, appeler pour dire que tu vas pas bien, que t'es junkie ou whatever, non. T'es dans la rue, tu vas coucher dans un parc, tu manges des tickets parce que t'es dans un parc. À un moment donné, tes tickets s'accumulent, les polices t'arrêtent, tu vas dedans. Fait que, ouais, faut que tu trouves quelqu'un qui va venir s'occuper de ton chien au plus sacrant. Sinon, ils peuvent l'envoyer au berger blanc ou à des trucs. Tu peux la perdre. Tu peux perdre ton chien, ça, c'est sûr. C'est mon partner. C'est un ami, puis c'est pour ça que la relation, on est toujours 24 heures ensemble. Ça fait qu'on a toujours une bonne relation. Il me protège, puis je le protège. La plupart des gens qui utilisent les animaux dans leur travail, il y en a très peu qui ont des pratiques inacceptables parce que le chien, pour travailler, doit être bien traité. Sinon, le travail, il ne le fait pas ou il le fait tout croche. Pour certains auteurs, parce que ces animaux-là sont des animaux domestiqués et utilisés parce qu'ils sont particulièrement vulnérables, il n'y a pas de moyen de les utiliser de manière qui soit juste, qui respecte leur intérêt fondamental à la liberté. Le chien, il travaille parce qu'il aime travailler avec nous, pas parce qu'il est contraint de travailler avec nous. C'est toute la différence si tu vas avoir un chien performant. Et pour d'autres auteurs, au contraire, la vulnérabilité ou la dépendance n'est pas un problème en soi. On est tous dépendants à certains moments de nos vies et il suffit qu'on soit respectueux, qu'on les traite comme des égaux et là, il y a moyen de leur permettre en fait de contribuer à la société par le travail. Il s'amuse, c'est en fonction du travail, c'est du jeu. La balle, là, vous le voyez, là, il est addict. C'est intrinsèque à l'animal, mais il faut le continuer puis il faut le travailler. Parce que nous autres, la formation, il n'y a pas de négatif, là, c'est toujours du positif. Il faut que le chien adore cet objet, puis toute notre formation est basée sur le jeu. On en revient au problème. Est-ce que c'est une forme d'exploitation parce que c'est quand même une manipulation qu'on considérerait problématique s'il s'agissait d'êtres humains sans doute, bien qu'on le fasse, mais je pense que c'est problématique. Ou si au contraire, c'est simplement une forme d'interaction puis de mutualisme. C'est l'anthropocentrisme ambiant. On tient pour acquis en fait que l'utilisation des animaux non humains est tout à fait nécessaire et moralement acceptable, et depuis à peu près toujours. Je crois qu'on a ce privilège-là, mais tout privilège implique de grandes responsabilités, et je reviens toujours au fait que cette responsabilité-là première, elle est envers l'intégrité de notre animal, sa santé et son bien-être. Si j'étais un chien, je voudrais être un chien d'aéroport ou un chien policier ou un chien de l'armée américaine. Probablement que ce sont les animaux les mieux traités. Je ne voudrais certainement pas être une femelle prise dans un milieu de production commerciale pour fournir les pet shops et les gens. Ce sont probablement les chiens de travail, d'une certaine façon, qui sont les plus exploités,
où les pratiques sont les plus inacceptables. Entassés dans des cages insalubres, privés de soins, de jouets, d'exercices, de stimulation et de socialisation, nourris au strict minimum et sans cesse forcés à mettre à bas de nouvelles portées, les chiens prisonniers des usines à chiots vivent l'enfer. Les usines à chiots représentent certainement une source majeure de surpopulation des animaux non désirés. Dans les circonstances actuelles, je pense que la seule façon d'éviter la surpopulation, c'est évidemment d'arrêter drastiquement la production de ces animaux-là. Il n'y a pas de raison morale à accepter, je pense, l'élevage des chiens alors que nos refuges sont remplis à craquer d'animaux abandonnés. Encore là, c'est l'offre et la demande. Si les gens cessaient, allaient davantage vers l'adoption que de l'achat impulsif, particulièrement sur Internet, déjà on réglerait une grande partie du problème. Encore aujourd'hui, la plupart des chiens vendus en animalerie proviennent en fait d'usines à chiots. La vigilance est de mise, car de plus en plus de ces éleveurs illégaux se tournent vers le web pour faire affaire directement avec des acheteurs insouciants et mal informés. Qui dit surpopulation d'animaux non désirés, dit demande d'euthanasie. Alors, les demandes d'euthanasie peuvent se faire auprès des établissements vétérinaires, mais très souvent et malheureusement, la charge, le fardeau va revenir au refuge. De plus en plus, les médecins vétérinaires sont réticents à procéder à ces euthanasies de convenance-là. Néanmoins, il faut réaliser que si nous, on ne le fait pas en établissement privé, où l'animal va être abandonné, on ose espérer que non, mais peut être abandonné au bout d'un champ, en forêt, sur le bord de la route, ou dans un refuge. On vient de décharger une partie de notre responsabilité à quelqu'un d'autre en quelque part. Une fourrière où des milliers d'animaux disparaissent chaque année sans laisser Si trace. certaines pratiques étaient douteuses du côté du berger blanc, il faut bien comprendre que s'il y avait tant d'euthanasie à faire, c'est pas de la faute du berger blanc. Il y a des gens qui agissaient de façon, et qui agissent malheureusement encore de façon irresponsable en abandonnant leur animal, en ne prenant pas conscience qu'avoir un animal, c'est d'abord des responsabilités, et pas des responsabilités pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. L'animal va vivre 10, 15, même 20 ans dans certains cas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à peu près 500 000, je parle juste du Québec, mais 500 000 abandons, euthanasies chaque année pour les chats et les chiens. Ce sont environ les chiffres qu'on a des différentes SPCA. C'est bien trop. Un animal là, qui vivra 10 ans, il aura en moyenne 5 propriétaires. Et en moyenne, les chiens, 60 à 80% des chiens n'atteindront pas l'âge de 2 ans. Ça veut dire qu'il y a un roulement énorme de chiens et de chiots parce qu'on prend l'animal comme un bien de consommation jetable. Donc, à mon sens, il y a encore de la job à faire. Maintenant, d'ici là, les refuges sont pris avec ce dilemme-là. Ou bien on respecte le droit à la vie de ces animaux-là et on refuse de les mettre à mort, ce qui les condamne fort probablement à souffrir énormément de faim, de froid. Ils meurent par milliers par année, les chats errants, par exemple. Ou bien on décide que c'est moins pire de les mettre à mort. Mais dans un cas comme dans l'autre, on enfreint des intérêts fondamentaux. Pour avoir parlé avec plusieurs vétérinaires, des jeunes qui aspirent à devenir vétérinaires, qui étudient, puis là, quand ils font des stages, ils veulent tout de suite aller travailler dans le milieu agricole. Ils ne veulent pas faire des petits animaux parce que si tu fais des petits animaux, ta job de vétérinaire, là, ça va être constamment d'euthanasier des animaux. Pour beaucoup de personnes, où ils vont se présenter chez le vétérinaire avec leur animal, qu'ils adorent, bien entendu. Ils disent « Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour le sauver. » Parfait. Voici ce qu'on peut faire, les prises de sang, chirurgie et autres procédures. Et voici le coût. Et très souvent, là, on va voir le changement, alors qu'il y avait un attachement émotif pour l'animal lui-même. Là, il y a le volet émotif financier qui embarque. Et là, souvent, la réponse qu'on va avoir, bien, quand même, c'est juste un chien. Alors, auparavant, c'était « faites tout ce qu'il faut », mais là, c'est juste un chien. Alors, le vétérinaire, lui, doit composer avec ce dilemme-là que vit le client devant lui. C'est pas le rôle du vétérinaire d'euthanasier les animaux. Le vétérinaire a étudié toute sa vie pour sauver des animaux puis les aider. Puis là, elle va être confrontée, ou il va être confronté toute sa vie à faire affaire avec des humains qui continuent à considérer leur animal comme un objet. Je crois qu'il faut quand même faire attention très souvent de ne pas présumer de la malveillance de la part des propriétaires. On ne connaît peut-être pas toute l'histoire de cette personne-là. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-ci, elle a dépassé ses limites?
encore une fois, et ou monétaire et ou émotive. Moi, ce que je dirais qu'on rencontre fréquemment en pratique, c'est plutôt une méconnaissance. Les gens veulent bien faire, malheureusement, peut-être qu'ils s'y prennent un peu mal. C'est un investissement parce qu'un chien, ça vit 10-12 ans et plus. Puis si je veux avoir un chien qui est formidable toute ma vie, bien là, c'est le moment d'investir un peu plus d'efforts puis de travail pour avoir une petite bête adorable plus tard qui est gentille avec tout le monde puis qui est obéissant. Mais c'est une source d'amour continu, infini. Pourquoi tu mets un chandail? C'est cute au bout. C'est pas pour le froid? Aussi. Il est surtout très beau. Tiens, on met sa petite tuque, ses petites oreilles. And you're a sleepy thought that's running through my head. And you're a sleepy thought that's running around, and I am trying to catch